est avec nous, bien sûr. Vous pouvez réagir au 0826 300 300. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Avec une attaque à l'arme lourde qui tue 2 agents de l'administration pénitentiaire. C'était ce matin au péage d'Incarville, dans l'Eure. Les assaillants ont tiré sur un fourgon lors d'un transfèrement pour permettre à un détenu de s'évader. 3 autres hommes grièvement blessés, dont l'un entre la vie et la mort. Les criminels sont toujours en fuite, Philippe. Alors parlons vrai. Sommes-nous désarmés face aux narcotrafiquants? Faut-il imposer des opérations place-nette sur tout le territoire? Est-ce que quand on voit les images de cette attaque qui tournent sur les réseaux sociaux, les truands ont un sentiment d'impunité? Et à cette question, faut-il doter les personnels pénitentiaires d'armes lourdes, c'est-à-dire de fusils d'assaut? Vous dites oui à 89%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et nous avons en ligne avec nous Wilfried Funk qui est avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, cette situation inédite encore. Hein. Oui, alors pourquoi pas des armes lourdes, hein, je réponds, mais je ne crois pas que ce soit fondamentalement l'interrogation essentielle. Et ce qu'a dit tout à l'heure notre ami me semble très pertinent. Il y a depuis des années un phénomène de délitement, d'abandon de l'univers pénitentiaire pour aller vite, et tout à coup, parce qu'il y a un paroxysme criminel avec 2 morts, eh bien on découvre à quel point cet abandon est grave sur le plan de l'insécurité, sur le plan de l'humanité. C'est le premier point. Le second point, pour aller vite, il est, me semble-t-il, sans présomption capitale. Il a été rappelé à Marseille il y a quelques semaines, le rapport sénatorial sur le narcotrafic l'indique, qui vient de sortir aujourd'hui. De plus en plus, il y a des phénomènes de corruption, de malhonnêteté qui gangrènent l'ensemble de nos instances et donc qui rendent extrêmement difficile la lutte contre des gens qui n'ont pour ambition que, comme ce trafiquant de drogue, d'échapper à la justice et de commettre le pire. Donc, ces 2 phénomènes extrêmement importants contre lesquels il faudra que on accepte de remettre en cause un certain nombre de données classiques par rapport à l'état de droit. Est-ce qu'il faut... Non, j'arrête là parce que sinon j'étais parti sur... Françoise de Gouin. D'abord, il y a la peine, hein, parce que d'abord, voilà, c'est tragique de mourir ainsi, ça fait mal. Je rejoins Philippe sur la paupérisation de la pénitentiaire. Déjà, c'est un métier qui est assez difficile, c'est très difficile d'être au contact des détenus en essayant de rester juste, parce que moi je veux bien qu'on soit bercé par les films américains avec les gardiens de prison qui sont plus ou moins sadiques, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Et la réalité, c'est qu'il y a des relations avec des détenus, parfois dangereux, parfois moins, et c'est un travail qui demande aussi beaucoup de psychologie, et c'est un travail qui est sous-payé. Moi, vous savez, la gauchiste que je suis, mais j'ai toujours dit, il faut augmenter les policiers et les gardiens de prison. C'est pas possible de faire ce métier. Là, il y en a 2 qui se sont fait trouer la peau, et j'ai une question à poser à notre... Je rejoins tout ce qu'a dit Philippe sur PlaceNet et le rapport sénatorial, qui est pas génial d'ailleurs pour le gouvernement. Et 2 questions. Il y a des informations qui sortent de gens bien. Jacques Cardos, c'est un bon journaliste. Il explique qu'a priori, la BMW qui a servi à fuir a été retrouvée brûlée. Voilà. Mais la deuxième chose, c'est que il semblerait que le Mohamed Amar ou Amra aurait bénéficié d'une ou de plusieurs complicités de la part de gardiens de la paix, notamment sur le parcours du véhicule. Est-ce que vous avez vent de ça? On va en parler dans un instant. Luc Gras, peut-être un petit mot aussi. Depuis toujours, on connaît la situation de ces services publics, et comme la pénitentiaire qui est toujours très mal abondée au niveau du budget de l'État. Hein, et c'est toujours la question derrière, quelle société voulons-nous? Est-ce qu'on se donne les moyens d'avoir effectivement des matons, entre guillemets, qui ont des moyens de vivre, de se sécuriser, de s'auto-sécuriser, etc. Alors évidemment que oui, il faut les armer au maximum, il n'y a même pas de question là-dessus, il faut qu'ils puissent s'armer, mais le problème c'est que le budget, quand il augmente,
il est surtout fait sur la remise à niveau des bâtiments, voire la création de nouveaux bâtiments, un peu sur la sécurité, mais autrement le budget stagne. Wilfried Fong, vous êtes secrétaire national du syndicat pénitentiaire UFAP-UNSA. Quand on voit les véhicules marqués administration pénitentiaire, moi il y a deux choses qui me marquent quand on les voit, qui nous doublent dans les bouchons. C'est que premièrement, ils sont absolument pas blindés a priori, et deuxièmement, ceux qui conduisent ou qui sont dedans, qu'on voit aux commandes, n'ont pas de gilet pare-balles. Est-ce que vous confirmez ça ? Alors, une toute première chose avant, parce que je viens d'entendre un mot qui aujourd'hui me fait bondir plus que d'habitude, c'est le mot maton. Je pense que vu les circonstances, on pourrait faire l'économie d'employer un terme qui n'est pas du tout adapté, et qui pour moi est particulièrement péjoratif, et qui aujourd'hui va plus blesser les personnels que nous sommes qu'autre chose. Ça, c'est une première chose. Il l'entend, il a dit, il est d'accord avec vous. Oui, non, voilà, je voulais remettre un peu l'église au milieu du village. Parce qu'on n'exerce pas effectivement un métier facile, vous l'avez dit, un métier que personne voilà, on n'est pas nombreux à vouloir exercer et qu'on n'exerce pas non plus par vocation, mais il n'empêche que on a quand même une place plus qu'importante au sein de la société et en tant que régulateur social, et qu'à un moment donné, il va falloir entendre que la prison, elle appartient pas qu'aux pénitentiaires, mais elle appartient à chacun d'entre nous en tant que citoyens que nous sommes, et qu'effectivement, il y a un moment donné où dès lors qu'on rend la justice pénale en France au nom du peuple français, je pense que le peuple français, à un moment donné, il va falloir qu'il se pose des bonnes questions sur ces prisons. Ceci étant dit, pour répondre à votre question, non, les véhicules ne sont pas blindés, ce sont des véhicules qui sont adaptés en fait aux missions qui sont les nôtres. Et ensuite, le gilet pare-balles, oui, le gilet pare-balles est obligatoire et il est porté. Malheureusement, quand vous avez en face de vous des gens qui sont équipés de fusils d'assaut et d'armes de guerre, votre gilet pare-balles, il fait pas long feu en fait. Non. Ça ne sert pas à grand-chose. Est-ce que vous permettez, on va au standard, Françoise, parce qu'on a peu de temps, 0826 300 300, et Monta est avec nous, qui nous appelle de Marseille. Bonsoir, merci. Bonsoir. D'être en direct. On vous écoute. Monta, vous êtes avec nous ? Allô ? Est-ce qu'il nous entend ? Allô, bon, on le reprendra dans un... Oui, Françoise de Gouin. J'ai l'impression qu'il est là. Il est là. Ah. Oui, je vous entends, oui. Allez-y, on vous écoute. Et j'ai un problème de micro, donc la question, s'il faut doter les agents pénitentiaires d'armes lourdes, écoutez, moi je suis 100% favorable. Étant donné, quand on a des personnes en face avec des armes qui perforent carrément les gilets pare-balles, donc on n'a aucune chance, il n'y a aucune chance avec du 9 mm de rivaliser ou quoi que ce soit. Mais vous, c'était votre métier, Monta, c'était votre métier ? Oui, alors moi je suis ancien policier, donc j'ai fait 6 ans de police secours à Marseille. Et pour être les peu de fois où il y a eu des appels à nos services pour intervenir quand il y a eu des règlements de compte ou quoi que ce soit, nous c'était simple, on était chaud bouillon pour y aller et la hiérarchie nous arrêtait de suite. Bon, vos gilets sont pas faits pour ça, vous avez pas les armes lourdes et patati. Donc c'était plus un frein qu'autre chose. Bon, après il fallait attendre les services spécialisés comme certaines BAC ou les CSI, tout ça pour intervenir, alors qu'on était à côté, quoi. Donc bon, après c'est vrai qu'il y a l'histoire du budget de l'État pour que chaque commissariat puisse posséder des armes lourdes pour tous les effectifs, toutes les TV. Mais bon, encore une fois, on parle du budget, mais c'est catastrophique. Restez avec nous, Monta. François Degouin. J'ai une question pour notre ami syndicaliste, vraiment, Wilfried. Sur ce trajet, parce qu'on se pose tous plein de questions, sur ce trajet, comment est-ce que les amis de ce malfaiteur ont pu avoir le parcours, et sur ce trajet, est-ce que ce trajet, il n'aurait pas dû être un peu plus sécurisé? Je sais très bien que c'est très facile de refaire l'histoire après, donc ne comptez pas sur moi, je ne refais pas l'histoire. Je pose vraiment les questions que tout le monde se pose. Comment ils ont pu avoir vendu le trajet, et pourquoi vos 3 ou 4 copains et collègues étaient aussi nus et crus comme ça dans la nature, et donc vraiment des cibles faciles pour ces abrutis? Pourquoi aussi nus, on va dire, dans l'exercice de leur mission? Simplement les moyens matériels qui sont alloués par l'administration pénitentiaire au personnel qui exerce ces missions-là. C'est lamentable. Donc à partir du moment où on est équipé comme ça, on y va comme ça. Bien sûr. Mais pourquoi vous n'aviez pas d'escorte? Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas d'escorte? Parce qu'il n'était pas dangereux? Il n'y avait pas d'escorte parce qu'aujourd'hui, l'individu en question était escorte niveau 3, et donc derrière, ça veut dire pas de renfort de force de l'ordre. Pour autant,
quand bien même on peut solliciter les forces de l'ordre pour un trait de main forte, comme on appelle ça dans le langage professionnel, il n'empêche que les policiers comme les gendarmes sont dans la même situation que nous, c'est-à-dire qu'ils sont eux aussi en sous-effectif chronique. Donc sur ce genre de mission, quand on arrive à avoir un renfort de police, on peut s'estimer heureux, mais quoi qu'il en soit, il faut que l'extraction se fasse, donc parce qu'il y a entre guillemets une sorte de pression ministérielle pour que les extractions judiciaires puissent être réalisées, que les détenus puissent être présentés soit devant le tribunal quand ils doivent être jugés, ou soit devant le magistrat instructeur pour faire avancer le dossier. Et donc parfois il y a cette tentation de dire bon, on va peut-être revoir un peu à la baisse le niveau des scores pour que les choses se fassent. Alors ça, c'est de manière globale. Je dis pas qu'aujourd'hui ça a été le cas, j'ai pas tous les éléments pour pouvoir mettre en cause qui que ce soit. Petite question sur aujourd'hui, la question que je me la pose, elle est la même que vous, c'est comment se fait-il qu'aujourd'hui le convoi était attendu à cet endroit-là? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. J'espère que l'enquête judiciaire et l'enquête administrative aussi qu'il va y avoir permettra d'y répondre, parce que aujourd'hui cette question se pose, voilà, légitimement. Alors il y en a plein d'autres qui se posent, et c'est vrai qu'on est encore là sur dans l'instant de l'émotion, donc aller parler de toutes ces choses-là, c'est un peu maladroit, mais c'est vrai que cette question-là se pose entre autres. Wilfried, est-ce qu'il est possible d'avoir pu mettre un tracker sur la voiture, comme fait parfois la police sur celle des délinquants? Alors les bases, malheureusement, les bases des pôles régionaux d'extraction judiciaire ne sont pas toutes forcément sécurisées à un haut niveau, puisqu'on a déjà eu des incendies de véhicules qui ont été commis. Donc pourquoi pas, ça peut être une option. Voilà. Aujourd'hui, on va attendre, nous en tout cas, pour se prononcer là-dessus, on va attendre les résultats de l'enquête, parce que c'est ça qui va déterminer aussi une partie des circonstances de ce qui s'est du drame qui s'est passé ce matin. Et ensuite, il faudra prendre derrière, c'est les décisions qui s'imposent, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau des escortes, oui, il va falloir revoir l'ensemble du dispositif. Il va sûrement falloir revoir la manière dont on évalue les profils pour pouvoir sécuriser du mieux possible ces sorties-là, et que des choses comme ça ne puissent plus se reproduire. Absolument. Pour qu'on en soit sûr, Wilfried, j'ai cru entendre que peut-être il y avait une complicité d'un surveillant. Est-ce que vous voyez là où vous êtes une dégradation absolue des exemplarités professionnels? On parle évidemment des gardiens de prison, on parle des douaniers, on parle éventuellement des avocats. Est-ce que ça n'est pas un problème aujourd'hui que ces professions, comment dirais-je, se dérèglent au point de ne plus permettre d'être assurées d'une intégrité qui garantit, je dirais, la tranquillité absolue des établissements en question? Alors, je vais vous faire un peu une réponse un peu de Normand, mais la corruption, oui, elle existe, mais elle n'est pas plus présente dans l'administration pénitentiaire que dans le milieu politique. Et j'ai envie de dire, la corruption est peut-être même plus présente dans le milieu politique que dans le milieu carcéral. C'est pas la même. Aujourd'hui, on a quand même très peu de procédures, que ce soit judiciaires ou disciplinaires, parce que des personnels ont été corrompus. Alors ça arrive, on a des brebis galeuses dans notre administration comme on en a ailleurs. Voilà, partout, oui. Ça c'est des choses, il y en a partout. On n'en a pas plus qu'ailleurs. Je pense qu'on en a même moins qu'ailleurs, parce que là pour le coup, l'administration pénitentiaire fait quand même un énorme travail en amont pour sensibiliser tous ces personnels à cette problématique-là de la corruption. Et quand on se base en toute objectivité sur les procédures judiciaires ou les procédures disciplinaires à l'encontre des agents, on n'a pas, c'est quelque chose qui reste franchement pas du tout révélateur d'un phénomène. Donc aujourd'hui, je me garderais bien de partir sur ce terrain-là en mettant potentiellement en cause un agent pénitentiaire qui aurait pu fournir une information à cette équipe de salopards qui a fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. À
attendons les retours d'enquête et on prendra à ce moment-là la position qu'il faut. Mais Merci. En tout cas, au niveau de notre organisation syndicale, on a toujours été clair. On ne peut pas faire une mi-temps dans chaque camp. Donc il y a deux côtés de la porte, il faut choisir le bon. Surtout quand on fait le choix d'entrer dans l'administration pénitentiaire. Et les gens qui respectent pas ça, ils n'ont pas leur place chez nous. Merci mille fois Wilfried Funk d'avoir été avec nous, secrétaire national du syndicat pénitentiaire l'UFAP UNSA. Merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci beaucoup. Et on a pensé quand même pour les familles, vraiment, ça fait mal, vraiment. J'allais le dire. Ça fait super mal. Absolument, on y pense bien entendu comme à chaque fois. Vous restez avec nous dans un instant sur un autre sujet, le sujet de l'emploi. On en parle de l'intelligence artificielle, l'enjeu en tout cas de l'intelligence artificielle dans l'emploi. On sera avec deux ténors de l'emploi. Parce que l'enjeu de l'intelligence de Philippe David, ça ne peut pas être une question dans le sujet. Non, il y a même un truc qui ne va pas. Merci Françoise, merci Luc et merci Philippe. Allez, à tout de suite, on fait une pause.